Mi-octobre, l'attente. Aucune activité militaire ne réveille plus Gigri de sa torpeur. Les Français attendent Martel, les Turcs les renforts d'Alger. Dans le camp français, les officiers tentent en vain de faire activer les travaux de consolidation des retranchements. Le physique et le moral des troupes sont minés par la pluie, le vent, les giboulées, les insectes, l'odeur putride des marécages, la nourriture exécrable, la maladie qui chaque jour fait de nouvelles victimes, la promiscuité permanente dans les baraques ou les gourbies dépourvues de toute hygiène, et surtout le sentiment d'être abandonné, enfermé, oublié, privé de nouvelles. Les hommes sont déroutés par l'indétermination de leur chef et leur rivalité. Ils s'inquiètent de l'ignorance où l'on est des intentions de l'ennemi. L'incertitude quant à l'avenir, compte au lendemain même les angoisses. L'attente devient insupportable. Plusieurs soldats français, préférant se faire turcs, ont déjà déserté. À Toulon aussi, l'anxiété est grande. Les derniers courriers de Gigri datent du 15 septembre. On ignore encore l'arrivée des Turcs et l'attaque du 5 octobre. Le 17 octobre, Laquette fait part à Colbert de son inquiétude de n'avoir toujours aucune nouvelle des navires partis le 20 septembre de Toulon et qui, après le naufrage du Tigre, ont poursuivi leur route vers Gigri. Ceci m'inquiète au dernier point, écrit l'intendant. Et je sais d'ailleurs que quand il serait arrivé à bon port, il ne serait longtemps sans revenir ici, car il y a de grandes difficultés à décharger au port de Gigri. Laquette dévoile ses doutes. « Monsieur, écrit-il à Colbert, j'espère qu'avec l'aide de Dieu, nous surmonterons les obstacles qui semblent grands pour la conservation de Gigri. » Après un mois d'attente, Laquette finit par envoyer une tartane à Gigri pour y aller chercher des nouvelles. En dépit de ses multiples tâches et de ses inquiétudes, Laquette n'en continue pas moins de se préoccuper de sollicitations futiles de la cour. Le 21 octobre, après avoir fait part à Colbert de ses craintes au sujet du convoi parti depuis plus d'un mois pour Gigri, et dont on est sans nouvelles, il ajoute « Je n'oublierai pas parmi tout cela les orangers que j'ai achetés à Gênes pour envoyer à Versailles. » Le départ des renforts de Toulon. Le samedi 18 octobre, les équipages enfin complétés, l'escadre de Martel apparaît pour l'Afrique, mais elle a plus d'un mois de retard. Un nouvel envoyé du roi, M. de Castellan, major du régiment des gardes, ainsi que 200 nouveaux gentilshommes volontaires ont embarqué pour le Dauphin qui porte la marque de l'amiral de Martel. 2 autres vaisseaux de guerre, le Soleil et la Lune, ainsi qu'une flûte, l'Espérance, un brûlot, le Triton et quelques barques complètent l'escadre. On a bien pensé à l'origine pour assurer la relève de l'escadre de Beaufort, envoyer plus de bâtiments de guerre à Gigri, mais la marine française n'a plus que 2 vaisseaux de combat disponibles et en état de prendre la mer. Le Mazarin et l'Infante, qui présentement naviguent dans l'Atlantique sous les ordres d'Alméraz. De Lyon, responsable de la marine du Ponant, donne l'ordre à ces 2 vaisseaux de rallier au plus vite Gigri. Cette décision de dernière minute est révélatrice de l'inquiétude qui a gagné la cour. Sur les navires de charge qui accompagnent l'escadre de Martel sont embarquées les 2 compagnies de cavalerie, tant attendues par le duc de Beaufort. 3 mois de nourriture pour les 126 chevaux, des munitions, des vivres et du vin, des quantités d'outils, des matériaux et des équipements des plus divers, couvertures, planches, briques, pièces de bois, palissades, bois à brûler, charbon, chaux, paniers, ferrailles, clous, etc. La mission de M. de Castellan. Poussé par un fort vent du nord, l'escadre de Martel ne met que 4 jours pour atteindre les côtes de Kabylie. Le mercredi 22 octobre, elle mouille à Gigri. Elle y est accueillie avec plus de soulagement que de joie. Les Français sont las et inquiets. Certes, le ravitaillement en vivres et en munitions et l'arrivée tant attendue d'un peu de cavalerie les rassurent.
Les 200 volontaires sont les bienvenus, mais les troupes avaient espéré des renforts plus importants, peut-être même une relève, ne serait-ce que partielle. Le déchargement des navires se fait dans des conditions difficiles, parfois périlleuses. 14 chevaux sont morts au cours de la traversée. 4 autres sont tués pendant le débarquement. Castellan, écrit Pélisson, a ordre d'expliquer les intentions du roi aux officiers généraux, sans prendre intérêt à leurs différends, qui font grand bruit à la cour, et d'informer Sa Majesté du véritable état des choses. Cette mission est identique à celle que l'Essaim a accomplie le mois précédent. Mais sur place, la situation a considérablement évolué. En septembre, la menace turque n'était prise au sérieux que par Gadan et quelques rares officiers de ses amis. On les taxait alors de couardises. Maintenant, les Turcs sont là. On a bien repoussé leurs premières attaques, mais après peine, pourra-t-on demain encore leur résister? Sans perdre une seconde, Castellan s'entretient avec le duc de Beaufort. Il le trouve alité, souffrant encore de la blessure reçue lors de l'attaque du 5 octobre. L'envoyé du roi rencontre individuellement chacun des officiers généraux, puis, pendant 2 jours entiers, inspecte les lignes avec soin. Il interroge officiers et soldats. Le 24 octobre, 4 Kabyles, qui commerçaient régulièrement avec les Français, se présentent à leur camp sous le prétexte de vendre des chevaux. Leur mission consiste en réalité à tenter de convaincre Beaufort d'évacuer Gigri. Les Turcs, lui affirme-t-il, disposent déjà de 3000 fantassins et de 500 cavaliers. Ils attendent, dans les tout prochains jours, des troupes fraîches d'Alger et des gros canons. Des batteries seront en cours de construction sur les Djebel Ayouf pour les recevoir. Dès que le mauvais temps aura contraint les vaisseaux à se retirer, les Turcs, aidés par des morts, lanceront l'assaut final contre les Français. 3 déserteurs les ont informés que Beaufort ne dispose plus que de 2500 hommes valides, que les autres sont malades et que les troupes françaises manquent de vivres frais, de munitions et de vêtements. Les Turcs ont l'intention de les affamer. Ils ont interdit aux indigènes tout commerce avec le camp et ils leur achètent tous leurs vivres pour éviter qu'ils ne portent aux Français. En gage, les Turcs ont pris plusieurs marabouts berbères en otage. Le premier rapport de Castellan au roi. 2 jours suffisent à Castellan pour se forger une opinion, et dès le 25 octobre, il rédige un premier rapport au roi. Ce rapport, plus pessimiste sur la situation que l'ont pu être ceux de Gadan et de l'Essaim, est une condamnation sans appel de Beaufort et surtout de Clerville. Castellan commence par décrire les lignes françaises. « Je crois devoir informer votre Majesté, écrit-il au roi, de l'état où elles sont, qui n'est pas tout à fait si bien que je me l'étais imaginé, ce que j'ai témoigné particulièrement à tous les colonels et maîtres de régiment. Mais sire, je ne puis dissimuler à votre Majesté que j'ai connu par leur réponse qu'ils sont pleins de zèle pour son service, et que si l'on n'a pas travaillé avec assez de diligence, ce n'est pas de leur faute, puisque quand ils ont demandé les moyens de les perfectionner, on leur a reproché sans raison leur chagrin et leur inquiétude. Et je suis obligé de dire à votre Majesté que l'on est resté demeuré 2 mois et demi dans cette irrésolution, tout à fait exposé à l'événement d'un combat. Et l'on a peine à concevoir qu'un si petit corps de troupes, exposé sans aucune ressource à toute l'Afrique, ait osé séjourner 3 mois sans oser se fortifier contre l'effort des ennemis. J'en ai fait quelques reproches aux troupes de la part de votre Majesté. Plusieurs en ont voulu jeter la cause sur Monsieur le Chevalier de Clerville. Mais quand votre Majesté m'a commandé de l'informer particulièrement des choses, elle me permettra de lui dire qu'il l'accuse de n'avoir pas tracé les lignes, de les avoir abandonnées à la discrétion des troupes, lesquelles, dans l'empressement qu'elles avaient de se retrancher, les ont faites très irrégulières, de n'avoir pas sollicité le travail, d'en avoir empêché la perfection, de n'avoir donné aucune application aux choses de son ministère, d'avoir semé la division
et même d'avoir fait les reproches à des vieux officiers qu'ils avaient peur quand ils ont proposé quelques expéditions pour leur sûreté. Ils ajoutent à cela qu'il a pris à tâche de persuader M. de Beaufort que les lignes étaient trop bonnes, que les Turcs ne pouvaient les attaquer et qu'ils n'étaient pas en état de mener du canon. Cependant, sire, nous connaissons par l'état des choses que l'on agissait sur de mauvais principes, puisque nous avons un camp de troupes réglé à la vue de nos lignes, que les ennemis attendent du canon, et que ceux-mêmes qui ont témoigné tant de mépris pour eux et tant de confiance en leur force commencent à penser aux événements. Après ce réquisitoire implacable, Castellan, craignant sans doute d'avoir été trop sévère contre un personnage aussi important et apprécié du roi que le chevalier de Clerville, tempère prudemment ses propos. « Mais sire, je crois devoir, pour la justification de M. de Clerville, assurer votre majesté que je ne suis pas tout à fait convaincu de la chose, puisqu'il m'a témoigné beaucoup de zèle pour son service. Je lui ai fait connaître que, comme l'intention de votre majesté était que M. de Gadagne vécût avec lui, il devait y contribuer par sa conduite, par sa vigilance et par son application au service. Il m'en a assuré en termes si positifs que je puis être caution auprès d'elle que toutes choses iront mieux que par le passé. » Puis, en une courte phrase, Castellan attribue une note de bonne conduite au duc de Beaufort, comme on le ferait pour un subalterne. Pour ce qui regarde la conduite de M. de Beaufort, on ne peut rien ajouter à sa bonne volonté. Et tout blessé qu'il est, il agit avec des peines incroyables. Sur Vivonne, dont il connaît l'amitié que lui voue le roi, Castellan porte un jugement particulièrement louangeur. Il est inutile de parler à votre majesté de la conduite de M. de Vivonne. Elle connaît sans elle, et il a servi avec tant de bonne volonté et de valeur qu'il a l'approbation générale. L'envoyé du roi tente enfin de réconcilier Gadagne avec la Guillotière, son maréchal de camp. Encore une fois, c'est Gadagne qui va, le premier par un exemple louable, rendre visite à la Guillotière, son inférieur, et le plus dangereux de ses ennemis, mais dont il estime le mérite. Il lui demande son amitié. Castellan rassure le roi en affirmant que comme Gadagne est un fort honnête homme et bien intentionné, il ne doute pas que les deux généraux finiront par se réconcilier. Il n'en sera rien. Après avoir confirmé au roi la présence de 1200 malades dans le camp et de seulement 2580 soldats aptes au combat, Castellan insiste pour que soit promptement exécuté l'ordre donné par le souverain d'envoyer des troupes fraîches à Gigery. Pour préparer l'hiver, il réclame des planches, du bois et des vêtements. D'après l'intendant Charuel, les bas, les souliers, les chemises qu'on a envoyés, outre leur petit nombre, sont presque inutiles aux soldats, le tout étant très mal fait et de mauvaise qualité. Mais ce sont les vivres qui manquent le plus. Toute l'armée est à présent réduite au lard. Martel envoie 2 vaisseaux en Sardaigne pour tâcher d'y quérir de la nourriture. Mais, ajoute Castellan, nous sommes dans l'inquiétude qu'il ne nous rapporte rien. En effet, les Espagnols, jaloux de l'établissement des Français en Afrique, tentent, à en croire Pélisson, de réduire leur corps expéditionnaire à la fin, et se servant du prétexte de la peste en Provence, ont depuis peu cessé tout commerce avec la France, à commencer dans leur port de Sardaigne. Castellan n'a qu'une seule bonne nouvelle à communiquer au roi. Les pluies de ces derniers jours ont rempli citernes et puits. On n'en manquera plus d'eau, ni pour les hommes, ni pour les chevaux. Après avoir achevé l'inspection des lignes, Castellan, en application des consignes royales, donne les ordres nécessaires pour les améliorer. Mais on manque cruellement de moyens. La perte que l'on a faite sur le vaisseau Le Tigre est considérable, confie Castellan au roi, pour celle des ouvriers dont nous manquons tout à fait, aussi bien que des outils dont la plupart sont rompus. Mais sire, nous suppléerons à ces défauts par notre bonne volonté et allons travailler présentement avec la dernière application à la perfection de nos lignes.
À l'ouest, les défenses françaises sont à peu près satisfaisantes, mais plus on s'éloigne vers l'est, plus elles sont vulnérables. Le Marabout est en fort bon état. Les lignes de Picardie sont en bon état, le fossé est large et profond. Et l'on a revêtu le parapet de maçonnerie avec de la terre épaisse qui sert de mortier. Celles des gardes sont fort bonnes. Le parapet en est de terre seulement, mais fort large, fort élevé et palissadé. Celles des royaux ne sont pas si larges ni si bonnes, et particulièrement à la hauteur de Normandie, s'étant trouvé du roc dans les fossés. À partir du Djebel el-Korn, les choses se gâtent. C'est Normandie qui occupe le site. Ces positions avancées, à la portée des mousquets ennemis, sont constamment harcelées. Les lignes de Normandie, confirme Castellan, ne peuvent se soutenir que par la vigueur des troupes n'ayant qu'un méchant fossé à cause du roc. Le parapet n'est qu'une simple muraille épaisse de 2 pieds et demi, faite de pierres sèches, soutenue seulement par derrière d'une palissade. La redoute et la tour qui couronnent le Djebel el-Korn sont de trop petites dimensions et ne peuvent abriter une garnison suffisante pour résister à une attaque de masse. Leurs murs ne sont pas assez épais et seraient facilement abattus par les boulets de 30 livres ou plus. Quant aux lignes de Navarre, les plus à l'ouest, elles restent les plus faibles du camp. La nature rocheuse du terrain a rendu impossible le creusement du moindre fossé. Castellan prévoit d'y bâtir un fortin. Il en envoie le plan au roi. Mais cette construction va demander une bonne semaine de travail. En attendant, les hommes de Navarre ne devront compter que sur leur vigilance pour assurer leur protection. L'arrivée des canons turcs. Dans la nuit du 24 au 25 septembre, les soldats de garde sur les lignes de Navarre entendent des bruits insolites du côté de la mer. Ils en rendent compte à leur chef, mais personne ne réagit. Le lendemain, on observe une activité intense sur le Djebel Ayouf. Les Turcs, à l'aide de troncs d'arbres, de fascines et de terre, travaillent activement à la construction d'épaulements pourvus de larges embrasures. De toute évidence, ils dressent une batterie pour des canons de gros calibre. Des canons que, durant cette nuit du 24 au 25 octobre, 3 galères de Bizerte ont débarqué en toute tranquillité sur la plage de la Petite Crique, située au sud de la montagne sèche, à moins de 500 mètres des îles françaises. Des canons de 38 et même 48 livres de balles. Et pendant ce temps, à quelques encablures de là, de l'autre côté de la ville, une douzaine de vaisseaux de guerre armés de plusieurs centaines de canons étaient au mouillage, inoccupés depuis de longues semaines. La conduite des officiers de Navarre est impardonnable. Avertis d'un débarquement possible des Turcs, ils n'ont même pas cherché à identifier l'origine de l'activité insolite qu'on leur signalait sur une plage à quelques centaines de mètres seulement de leur ligne. On ne peut les accuser de manque de courage. Navarre, un des meilleurs régiments du roi, est commandé par des officiers particulièrement braves. Mais l'idée que les bruits entendus puissent provenir d'un débarquement turc n'a simplement jamais effleuré l'esprit de personne. Cet état d'esprit est d'autant plus inquiétant que les Français ont maintenant perdu la supériorité de feu considérable que leur donnait jusqu'alors l'artillerie des vaisseaux et des batteries disposées à terre. Supériorité qui leur avait permis de repousser les attaques des Berbères comme celles des Turcs. Le 25 octobre, les données sont profondément modifiées. Les Turcs ont, au cours de la nuit, mis leurs nouveaux canons en batterie sur les Djebel Ayouf. Désormais, le Djebel el-Korn et toutes les redoutes, y compris celle du Marabout, sont à leur portée, alors que l'artillerie française, en contrebas, est dans l'impossibilité de les atteindre. Même la montagne sèche, jusque-là protégée par le Djebel el-Korn des tirs tendus des mousquets, ne l'est plus des tirs courbes des canons du Djebel Ayouf.
Au matin du 25 octobre, un officier qui commande à la redoute avancée vient de donner avis qu'il a pu passer derrière la montagne où sont les ennemis force troupes et qu'il a compté 9 drapeaux venant du côté de Bougie et dans le moment, ils viennent de faire 3 décharges de mousqueterie de suite qui marquent un feu de plus de 1000 hommes qu'on ne saurait mieux comparer qu'à celle des mousquetaires de votre majesté car je n'en ai jamais vu de plus belle.